J'ai l'impression des fois que mon travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution. J'aborde mes personnages un peu comme des tableaux de couleurs. En tant que créatif, on a quand même un peu une responsabilité par rapport à ce qu'on raconte. Anne-Aurélie Pilet a eu plusieurs vies, toutes reliées par le fil du costume. Elle a travaillé pour la télévision française, notamment sur la série Le Bureau des légendes. Elle a ensuite été styliste à Londres pour des publicités, mais aussi costumière de courts et longs métrages indépendants reconnus. Puis elle s'est envolée à New York, où elle a été acheteuse pour le Metropolitan Opera et a habillé Jake Gyllenhaal sur les planches. Elle vit désormais à Los Angeles et j'ai la joie de l'interviewer aujourd'hui. Le soleil va se coucher à Paris, il s'est levé à Los Angeles. Anne-Aurélie, merci d'être ma 4e invitée de Profession costumière et bienvenue. Salut Céleste, merci, je suis très contente d'être sur ton podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée au costume ? Alors ça remonte à assez longtemps en fait. Donc vers 7-8 ans, ma mère nous a tous, mes frères et sœurs et moi, inscrits au conservatoire de Dijon de musique. Et en fait, c'est grâce à la musique que j'ai découvert le milieu du spectacle notamment. J'étais dans des classes à horaires aménagés musique, donc j'allais au conservatoire tous les 2 après-midi par semaine. Et on avait des cours de musique, mais on devait aussi aller voir des répétitions générales d'opéra et de concert, et de ballet aussi. Et en fait, c'est vraiment l'opéra qui m'a donné envie de faire des costumes. Donc vers 10 ans, enfin assez tôt en fait, je me suis dit j'aimerais bien soit faire les décors, soit faire les costumes ou faire tout. Enfin, je savais pas trop encore. Je me suis dit c'est drôle, il y a des gens qui font ça comme métier quoi. Quand même très vite, oui, tu as identifié que c'était un métier à part entière et qui t'a attirée. Ouais, et par contre, j'avais pas du tout compris que ça pouvait être la même chose dans le cinéma. Enfin, pour moi, à ce moment-là, je voyais vraiment que le spectacle. Et bon, en parallèle, je faisais aussi des arts du cirque, donc j'allais pas mal aussi au cirque. Donc j'ai été pas mal. Mes parents viennent pas du tout d'un milieu créatif, mais je pense que ma mère, elle a quand même une sensibilité artistique, et donc on a toujours été, on est pas mal allé au théâtre et à l'opéra et au cirque. Donc oui, vous avez une belle éducation culturelle. Ouais, voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire ça. Et puis bon, après, donc évidemment, quand je suis arrivée au collège, quand je suis arrivée au lycée en seconde, quand j'en ai parlé à la conseillère d'orientation, tu as dû avoir un franc succès. Voilà, pourquoi je voulais faire ça, alors que j'étais plutôt une bonne élève en plus. Donc on a commencé à me dire tu pourrais faire un CAP couture ou des choses comme ça. Et moi je me disais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est pas la couture qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect créatif de raconter des histoires en fait. Et donc j'ai fait mes petites recherches en fait de mon côté, et je crois en seconde j'ai découvert l'ENSAT et le TNS en cherchant sur internet, etc. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc après, tout mon cursus a été un peu... j'ai choisi mon cursus en fonction de ces 2 écoles qui prennent uniquement à Bac+2. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, je savais vraiment ce que je voulais faire. Tu t'es vraiment trouvé toi-même ton parcours, c'est super. Et donc j'ai fait un bac littéraire. En fait, j'avais pas vraiment envie de me spécialiser. Enfin, j'aimais vraiment l'école, j'adorais mes cours de littérature. J'adorais la philo, j'adorais l'histoire, donc j'ai fait un bac L. Puis après, j'ai fait une mise à niveau art appliqué et un BTS design de mode avant de rentrer à pour te préparer. Ouais, et après, c'était combien de temps tes études à l'ENSAT ? Alors l'ENSAT, c'était 2 ans. Je crois que ça a changé depuis. Mais ouais, c'était 2 ans pour moi. Et c'est une école où tu as beaucoup appris ? Oui, alors en fait, c'est marrant parce que je dirais pas qu'aujourd'hui, dans mon travail, je sais pas si l'école m'a vraiment appris à être costumière. Ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent, la vie réelle de ce qu'on apprend à l'école. Mais je pense que ça m'a vraiment donné une ouverture pendant 2 ans, j'ai vraiment eu l'espace pour être créative. Et c'est quand même... c'était quand même vraiment 2 années... super enrichissante pour ça, et je pense que j'ai appris à gérer cette créativité et à l'utiliser de manière professionnelle. Voilà, et après on a des super workshops. C'est vraiment une école. On est 6 dans la classe. Ah oui, c'est top.
Ouais, et en Avec fait, on des passe. professionnels qui vous Voilà, donnent cours. c'est ça, en fait, c'est un peu sur un système de workshop où on a des professionnels qui viennent nous faire plusieurs semaines. Donc, par exemple, on a fait de la patine pendant plusieurs semaines. Hmm. Après, on a fait des matériaux composites pendant plusieurs semaines. Donc, on apprend à travailler avec peut-être du néoprène ou du latex, des choses comme ça. Hmm. Après, on a aussi une prof qui était costumière à la télé, Ouais. plutôt à la télé. Ouais. Donc, on a fait quand même aussi un peu de dépouillement, des choses comme ça. C'est quoi le dépouillement? C'est quand tu commences à lire un scénario et puis que tu fais ton... Alors, en anglais, on dit breakdown, mais tu fais par personnage, tu fais ton dépouillement. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais en fait, c'est une fois que tu as lu ton scénario, par personnage, tu vas savoir dans quelle scène le personnage apparaît, combien il y a de jours dans le script. Ça te donne toutes ces infos-là qui te permettent ensuite de faire ton budget et puis qui te permettent de faire ta créa aussi, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Et Donc, après, ouais. quand tu as fini ces études, comment ça s'est passé? Vers quel premier job tu es arrivée? Alors en fait, j'ai fait un stage à la fin de ma première année de l'ENSAT à l'Opéra de New York. Ah, donc déjà? Ouais, en fait, j'ai toujours un peu su que je voulais partir. Je voulais avoir des expériences à l'étranger sans forcément rêver par rapport aux États-Unis, d'ailleurs. Ouais. J'étais plutôt dans l'idée de rester en Europe. À l'origine, après l'ENSAT, je voulais faire une autre formation en scéno dans une école à Copenhague. Et puis en fait, l'échange qui devait se faire entre l'ENSAT et cette école ne s'est pas fait. Du coup, De j'ai décidé Copenhague, tu es passée à New York. Non, en fait, j'ai décidé de partir à Los Angeles parce que du coup, quand j'étais en stage à New York, j'ai rencontré mon mari, qui est aujourd'hui mon mari. D'accord. Et voilà, et du coup, je suis allée le voir à Los Angeles. Voilà, on s'est installés ensemble assez vite, en fait. D'accord. Mais ça a été difficile la sortie de l'école. J'ai le souvenir de ne pas avoir travaillé pendant un certain temps. J'enchaînais pas mal de petits boulots. J'ai vraiment fait des choses très différentes. Je bossais dans une auberge de jeunesse. Enfin, voilà. J'ai donné des cours. Être difficile. Ouais, en fait, parce que l'ENSAT, c'est à Lyon. Et je voulais pas... J'ai pas voulu partir de Lyon tout de suite. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué en France de travailler en dehors de Paris, quoi. Ouais. Que vraiment tout est à Paris. Donc, après, je voyageais pas mal entre Lyon et Los Angeles, du coup. Donc là, j'ai eu des expériences un peu à Los Angeles où j'ai bossé sur mon premier long métrage là-bas en tant que stagiaire. C'était quoi? Ça s'appelle Excess Flesh. C'est un film indépendant qui a gagné un prix à Southwest. Tu sais, c'est un festival au Texas. Oui, ce festival, tout à fait. Ouais, de films indépendants. Voilà, donc c'était vraiment un film indé, quoi. La costumière était toute seule, donc moi je l'aidais aussi bien à faire du shopping, à faire des retours, à être sur le plateau. C'était super, enfin, c'était ma première expérience sur un plateau de cinéma. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais plutôt envie de faire ça maintenant. Je crois qu'en sortant de l'ENSAT, j'ai pris un peu de distance avec le théâtre. Ouais. Et donc voilà, donc après, j'ai déménagé à Paris et j'ai commencé à bosser au Vestiaire, qui est un loueur de costumes. Oui. Et après, j'ai eu le job là sur le bureau des légendes où j'étais régisseuse costume. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu? Comment t'es arrivée sur le projet? Qu'est-ce que cette expérience t'a appris? On en parlait un peu avec Alice Cambournac dans l'épisode précédent, qui disait que c'est vraiment difficile de travailler sur une série comme ça parce qu'il y a énormément de pays, de personnages, que c'est un gros travail. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Après, moi, j'étais que dans l'équipe à Paris, donc j'ai pas voyagé. Ils ont une autre équipe au Maroc, donc c'était la saison 2, donc ça remonte un peu déjà. Et la saison 2, il me semble que c'était juste le Maroc. Je suis pas sûre qu'ils n'avaient pas d'autres pays. Oui, c'est vrai que selon les saisons, il y a des missions qui font que les pays changent. Et alors, comment toi, tu es arrivée sur le projet? En fait, j'étais recommandée par une amie qui s'appelle Lucie Dupivet, qui est habilleuse maintenant, et qui à ce moment-là était régisseuse costume. Et en fait, on s'était parlé parce que je devais l'aider pour un court-métrage, et puis au final, ça s'est pas fait.
Mais on était restés en contact. Elle m'avait dit ah bah t'as fait l'ENSAT et tout, etc. Et en fait, on lui a proposé le Bureau des légendes, mais je crois qu'elle avait une autre proposition en même temps. Donc du coup, elle m'a dit bah si tu veux, je donne ton nom et puis tu vas faire un entretien, puis tu verras. Donc, voilà. Donc j'ai fait un entretien avec la chef costumière, Sandrine. Et puis, elles m'ont prise. Et puis, je suis restée sur ce projet pendant 6 mois, je crois. Enfin, c'est très long. Ah oui, c'est une belle expérience, ouais. C'est très long, mais écoute, ça a été vraiment ma meilleure formation. J'ai tout appris sur ce projet-là. C'est trop bien. Et alors, c'était quoi tes missions? Qu'est-ce que tu régisseuse costume, tu fais un peu tout. Enfin, tu es assistante, donc c'est beaucoup de voitures, beaucoup d'aller chercher des costumes chez les loueurs, aller faire du shopping avec les autres costumières, et puis faire les retours shopping, trouver les doubles quand il faut acheter des doubles. Et puis après, toute la partie tournage ou préparer le camion, préparer les costumes pour le lendemain. Aider un petit peu à l'habillage. Enfin, c'est vraiment un boulot très varié, quoi. Ouais, et puis après, c'est un boulot de support, quoi. Donc, tu es là pour aider l'équipe, quoi. Et c'était une grosse équipe au costume? Tu parlais de la chef costumière, vous étiez nombreuses à travailler avec elle? Alors, je pense qu'à l'échelle de la France, c'est une équipe qui est assez importante. Mais alors après, là, à l'échelle de là où je suis, à Los Angeles, pour moi, c'est une toute petite équipe maintenant. Parce que j'étais la seule régisseuse costume, mais on était... donc, il y avait la créatrice costume, la chef costumière. Après, en prépa, je crois qu'elles avaient 2 costumières, plus moi. Et après, sur le tournage, il y avait une habilleuse principale. Et des fois, ils prennent des habilleurs en plus quand il y a beaucoup de figuration. Mais je faisais aussi le rôle d'habilleuse figuration quand il y avait de la figure, quoi. D'accord. Et donc ça, oui, en effet, c'est vrai que ça paraît une grosse équipe à l'échelle française, mais donc par rapport à ce que tu peux constater aujourd'hui, maintenant à Los Angeles, c'est pas les mêmes ratios, c'est ça? Ouais, là, je fais un film indépendant. Je fais les costumes sur un film indé. On tourne la semaine prochaine dans le désert. Et j'ai la même équipe, quoi. Alors que c'est vraiment un film indépendant. Oui, ça aide à voir les échelles, en effet. Considéré petit budget, voilà. Donc... ouais, les échelles sont différentes, les tailles de production sont différentes ici, ça c'est sûr. Mais le Bureau des légendes, ça a été vraiment une super formation et en fait, j'ai pas arrêté de bosser après ça. Ah oui, c'est super, ça t'a vraiment lancé. Ouais, après ça, j'étais chef costumière sur un Bollywood et après à Paris. Bon, ça c'était encore une autre expérience. Et après, j'étais créa costume, enfin, bon, on dit chef costumière à Paris, mais j'étais créa sur une mini-série pour Studio Canal. Donc j'ai vraiment enchaîné. Qui s'appelle comment? The Way. The Way. Ah oui, j'ai vu ça. Le réal, c'est Camille Delamarre qui a fait Le Transporteur. Donc ouais, j'ai pas arrêté de bosser. En fait, une fois que j'ai eu l'impression qu'une fois, j'ai galéré en sortant de l'école, mais une fois que tu mets le pied dans l'engrenage, si ça se passe bien, a priori tu bosses. Ouais, après c'était parti pour toi, quoi. Ouais, mais bon, après, je suis partie. C'est ça, et du coup, justement, dans toutes les expériences que tu as eues, j'ai vu un peu plus tard, quand tu es allée à New York, que tu avais été donc chopeuse, donc j'imagine acheteuse pour le Metropolitan Opera. L'année dernière, avril 2018, on a déménagé à New York parce que j'ai reçu mon visa. Donc, c'était un déménagement vraiment rapide parce qu'en fait, une fois que tu reçois ta green card, tu es obligé de déménager tout de suite. Ah bon, je sais. Enfin, tu as un délai, mais qui est assez court pour déménager. C'est court, ouais. Ouais. Donc, on est parti de Londres, un peu comme ça, un peu à l'arrache, et on est arrivé à New York, puisque mon mari il vient du New Jersey. D'accord. Et donc, ma green card était là-bas, donc il fallait que je déménage là-bas en premier. Et puis, ça tombait bien, parce que j'avais des contacts, en fait, à New York, vu que j'ai fait mon stage là-bas. Ouais. Et c'est un stage qui s'est plutôt vachement bien passé parce que j'ai gardé contact avec eux pendant toutes ces années. Donc, en fait, quand je leur ai dit que j'arrivais à New York, ils m'ont direct proposé un job, quoi. Ah oui, c'est génial. C'était combien d'années après ton stage? Ah, c'était 5 ans. Ouais, et puis c'est surtout que ma maîtresse de stage à ce moment-là, qui était l'assistante de la chef du département costume,
est devenu chef Hmm. il y a 2 ans, je crois. Parce que l'autre D'accord. personne est partie à la retraite. Qu'elle a une promotion. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé. Alors, les premiers mois, comme ils m'ont proposé, en fait, j'ai eu voilà, elle m'a dit, bah, viens me voir, etc. Viens dire bonjour à l'équipe. Parce que, bon, en plus, c'est des grosses machines, mais les gens restent, en fait, à l'opéra. Donc, en 4 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. Bon, il y a des gens qui ont évolué, qui ont changé de poste, mais ça reste quand même les mêmes personnes. Donc, elle m'avait dit, ah, bah, viens nous voir, etc. Donc, moi, j'y suis allée en mode, bah, je passe dire bonjour. Puis, en fait, direct, elle m'a dit, bon, bah, tu veux faire quoi Et donc, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Donc, sur le coup, j'ai dit, bah, je veux bien faire craft. Alors, craft, c'est pas de la patine, parce que à l'Opéra de New York, la patine, c'est pour les décors. Mhm. Donc, en fait, c'est un peu bizarre, mais la patine sur les costumes ne fait pas partie du département en costume. Mais c'est tout ce qui est couronne, bijoux, finition de génial. costume. D'accord. Et en fait, la personne qui s'occupe de ça, je m'entendais très bien avec elle. Enfin, j'avais fait une partie de mon stage avec elle. Mhm. J'avais dit, bah, je veux bien rebosser avec elle. Puis après, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que je m'ennuyais, quoi. Enfin, que c'était pas trop mon truc. Donc, elle m'a mis au shopping. Et là, je me suis vraiment éclatée. Je suis restée quasiment toute la saison. Et alors, comment ça se passait? Ouais, alors le shopping, en fait, je passais mes journées à faire de l'échantillonnage. Alors échantillonner des tissus, mais aussi des boutons, des finitions de costumes, des dentelles, de la passementerie. En fait, au Met, ils fabriquent quasiment tout. Donc après, ils sous-traitent aussi à certains. En fait, ils ont un manque de place, donc des fois, ils sous-traitent aussi à d'autres ateliers dans New York. Donc j'allais aussi visiter d'autres ateliers, chercher des costumes pour les essayages dans ces ateliers-là. Et puis aller chercher des chaussures. Ils font fabriquer des chaussures à l'extérieur de l'opéra aussi. Donc en fait, j'ai vraiment découvert New York en quelques mois. Je connaissais tout, quoi. Ça devait être passionnant, oui, parce que tu devais sillonner tout le temps la ville. Ouais. Et puis en fait, tout est concentré au même endroit à New York. Il y a le Fashion District. Donc, tous les fournisseurs sont au même endroit. C'est dans une échelle de genre 10 rues, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, donc je passais ma journée donc là, c'était ta nouvelle maison, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est super. Enfin, c'est vrai que je sais, si tu me demandes où trouver quoi à New York, je peux te dire, que ce soit un bouton ou un ruban, tu es experte. Bah oui, si je dis pas de bêtises, je crois que quand tu avais pris la main sur le compte de Femmes Françaises, tu étais en train de faire ce job. Parce que moi, j'ai des souvenirs de stories que tu avais faites magnifiques, justement, avec des murs entiers de boutons, de tissus, Ouais. Ça avait l'air vraiment magnifique. Et tu travaillais sur les pièces qui étaient là dans cette saison. C'était des époques différentes, du coup, j'imagine, ou il y avait du contemporain, tu t'as mixé plusieurs univers? Il n'y a pas beaucoup de contemporains à l'Opéra de New York. Ils essayent d'en faire, mais ils sont pas très. L'opéra aux États-Unis, c'est entièrement financé par des fonds privés. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est pas hyper avant-gardiste comme ce qu'on peut faire en Europe, ce qui est assez dommage. Mais en fait, ils ont aussi un système. Enfin, c'est vraiment une grosse machine, l'Opéra de New York, parce qu'ils ont des spectacles qui changent quasiment tous les soirs. Ah oui. Donc en fait, on travaille sur tous les spectacles de la saison en même temps, quasiment. Et donc il y a des nouvelles productions, puis il y a aussi des productions qui ressortent. Et là, la difficulté, c'est que souvent, ils doivent refaire des costumes parce que c'est pas forcément les mêmes chanteurs. Et il faut trouver les mêmes choses. Donc, par exemple, on va me dire, bon, bah voilà, il y a ce costume-là qu'il faut qu'on refasse. Il faut trouver le tissu le plus similaire possible, les boutons les plus similaires possibles, parce qu'en fait, la créatrice costume qui a fait ces costumes, elle n'est pas réembauchée pour la reproduction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système il y a une créatrice costume dans l'opéra qui gère toutes les productions qui reviennent. Donc ça, c'était un peu la difficulté où des fois, tu te retrouves dans des situations complètement absurdes où tu dois trouver un bouton d'il y a 5 ans et on te dit, tant que tu n'as pas fait tous les magasins de boutons, tu continues. Ah oui, d'accord. Donc c'est une échelle d'excellence, l'opéra de New York, qui est juste folle. Ah oui, un niveau de détail.
un niveau de détail et puis bon, bah, ils ont les moyens en fait pour faire ça. Donc voilà, on peut te dire vraiment, il faut trouver ce bouton absolument et puis il faut en trouver genre 20, tu vois? Enfin, faut pas juste en trouver 3 quoi et ils ont été trouvés il y a 5 ans par quelqu'un d'autre et voilà, il faut que tu fasses, tous les magasins possibles, à New Oh là York. là. Voilà, Ah oui, des fois donc des bons challenges, quoi. ouais, c'est quand même un milieu, enfin voilà, ça rigole pas et puis surtout c'est un système, enfin voilà, chacun a sa tâche. Mmh. On est vraiment très, très nombreux Oui, donc avec des métiers extrêmement spécifiques. voilà, des métiers extrêmement spécifiques et puis bon après, ce qui est aussi très différent aux États-Unis, c'est qu'il y a le système, de l'union. Oui. Donc Donc des formes un peu comme un syndicat, c'est ça? Enfin, c'est... ouais, alors en fait, c'est exactement comme un syndicat, sauf qu'en France, on paye pas nos syndicats. Enfin, c'est pas exactement de la même manière en France, mais en gros, il y a pas de système d'intermittence aux États-Unis. Mais il y Ah a oui, ce ça fait une système grosse différence. voilà, mais il y a ce système de l'union qui te protège en fait en tant que travailleur. Mais en fait, les unions, ça existe pour tous les métiers spécifiques aux États-Unis. Donc, par exemple, si tu es infirmière, tu peux être dans une union aussi. D'accord. Mais en fait, c'est un système. Donc, en fait, tu payes pour rentrer dans l'union. C'est assez cher. Et puis après, ils prennent un pourcentage sur ton salaire. Et ça te permet aussi d'avoir ta sécurité sociale et ta retraite. Et tu dois repayer tous les ans. En fait, bon, c'est un peu. Enfin, moi, en tant que Française, j'ai un avis un peu mitigé sur l'union. Oui, ça a dû te faire un drôle d'effet. Bah, tu payes quand même pour être protégé et tu leur donnes vraiment beaucoup d'argent. Mais par contre, en contrepartie, c'est sûr que bon, t'es bien payé et puis alors tu dois faire tes pauses toutes les 2 heures. Enfin, c'est hyper réglementé, quoi. C'est-à-dire qu'à l'opéra, toutes les 2 heures, il y a une pause. Si tu fais pas ta pause, tu vas te faire engueuler. On va te dire non, faut que tu fasses ta pause. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très très différent de Voilà. ce qu'on fait en France. D'accord. C'est très différent du système de travail en France et c'est pareil dans le cinéma ici. Alors c'est là, moi, la difficulté, c'est qu'en partant de New York, Los Angeles, c'est d'autres unions. Donc en fait, il faut que je redémarre à zéro. Parce que du coup, celle de New York, tu t'es inscrite dès que t'es arrivée. Alors en fait, pour rentrer dans l'union, il faut qu'on te propose un job union, mais on ne te propose pas un job union si t'es pas dans l'union. Donc moi, j'ai eu de la chance. Ouais, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. C'est exactement ça. Alors après, bah, en général, ce qui se passe, c'est que tes chances d'être dans l'union, c'est que soit tu connais quelqu'un qui veut absolument travailler avec toi. Donc moi, ça a été mon cas, j'ai eu cette chance-là. Donc on m'a proposé un job union. Donc au bout de 30 jours, tu dois faire d'abord 30 jours dans ce job avant de pouvoir faire partie de l'union. Mais là, à Los Angeles, j'ai pas forcément de contact. En plus, l'union ici est vachement plus difficile. Ils sont vraiment... Ouais, ils sont plus difficiles parce qu'il y a beaucoup plus de monde. En fait, ça, si tu veux, c'est un moyen pour un employeur ou une production de savoir que tu as les compétences. Et puis, voilà, tous les studios à Los Angeles, tous les gros studios, les grosses productions, ils prennent que des gens de l'union. Ils sont obligés, en fait. Ouais. Et toi, en même temps, ça te protège parce que ça te donne accès quand même à une sécurité sociale, tu disais. Oui, en fait, c'est un système, du coup, c'est un peu comme si tu étais employé sur une production. Donc, du coup, tu cotises à l'union. Puis après, ça te protège parce qu'en fait, il y a plein de lois de travail, quoi. Donc, si tu dépasses tes heures, tu es payé en heures sup. Tu as des journées maladie si tu as besoin. Il y a pas mal de... Enfin, c'est très strict au niveau des protections, ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. C'est intéressant de découvrir ça. C'est vrai que j'ignorais complètement ce fonctionnement. Et du coup, voilà, le maître, du coup, c'était peut-être le job le plus confortable que j'ai jamais eu jusqu'à présent, quoi. Parce que je bossais 8 heures par jour, voilà, avec des pauses tout le temps. Toutes les 2 heures. Et puis des conditions de travail où tu peux pas porter des choses trop lourdes. Enfin voilà, t'es vachement protégée en fait. Ouais, d'accord. Et alors à New York, j'ai vu que tu avais aussi travaillé pour le théâtre et récemment sur une pièce qui s'appelle Seawall et Life avec Jake Gyllenhaal et Tom Sturridge, dont des acteurs qu'on connaît aussi surtout pour leur rôle au cinéma. C'était au Public Theater à New York. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée sur le projet et comment ça s'est passé de travailler sur cette pièce avec ces acteurs de cinéma?
Ouais, et de c'était théâtre. c'était un chouette projet. Alors, encore une fois, j'ai eu de la chance d'être recommandée par une amie qui s'appelle Clémence Pernou, qui est Oui, créatrice costume pour l'opéra. Et en fait, on s'est rencontrés au Festival d'Aix-en-Provence il y a quelques années, où je faisais un d'accord. workshop. Et elle a bossé pendant plusieurs années à ce festival en tant qu'assistante. Et donc, elle a assisté Kay Voice, qui est la designer avec qui j'ai bossé à New York sur plusieurs projets. Mhm. Donc, on s'est rencontrés grâce à Clémence, qui nous a mis en contact. Et puis, voilà, ça s'est super bien passé. Et voilà, travailler avec Kay. Donc, en fait, j'étais donc, mon titre en théâtre, c'était designer associé. Oui, Donc, c'est vraiment un titre créatif. C'est pas juste assistante. mhm. C'est assez spécifique au théâtre et à l'opéra à New York. En fait, Kay, à ce moment-là, elle bossait sur 3 projets en même temps, quoi. Ah oui. Donc, Oui, j'ai vu que c'était une personnalité importante, j'ai l'impression, dans ouais, la ouais, ouais. scène off-Broadway, qu'elle bossait sur beaucoup de projets. Off-Broadway et aussi Broadway, elle a gagné aussi des prix à Broadway. Donc, ouais, elle bossait sur 3 projets. Donc, en gros, alors après, la pièce Seawall Alive, c'était 2 monologues. Donc, c'était pas un travail énorme en termes de quantité. Mais c'était un travail assez particulier. En fait, elle m'a proposé le job parce que elle savait que j'avais fait du ciné. Et du coup, elle m'a dit, c'est comme c'est des acteurs de ciné, elle n'a jamais fait de ciné, elle est très spécialisée dans le théâtre et l'opéra. Du coup, elle m'a dit, ça serait bien de t'avoir sur le projet pour ça. Et voilà, c'était un projet assez difficile. Je pense que les acteurs, Jake en particulier, n'a pas du tout l'habitude de travailler au théâtre. Donc, Ouais. c'était assez particulier le processus de création. Kay, elle a vraiment un travail de créa, de théâtre et d'opéra, c'est-à-dire que c'est assez organique son travail. Elle assiste aux répétitions, on essaye des choses en répétition. Enfin, il y a beaucoup d'essais, de discussions, alors que souvent au cinéma, il n'y a pas toute cette partie-là, quoi. Ouais, du coup, On voit c'était un peu l'acteur. déstabilisant pour les comédiens, c'est ça qui avait moins l'habitude de. Alors, Tom, il n'y a pas eu de souci, mais Jake, oui, je pense que c'était difficile parce que il a l'habitude qu'on lui amène un costume en essayage et puis voilà, c'est le bon, quoi. Ouais. Alors que là, Alors c'était que vivant, quoi. Vous étiez là pour observer, essayer de faire c'est ça. évoluer les choses. Ce qui doit être passionnant côté costume pour le coup, mais. Ouais, ça m'a vachement plu parce que du coup, j'avais pas fait de théâtre depuis longtemps, depuis l'ANSAT, je crois. Et ça m'a vraiment redonné le goût de faire du théâtre. Et en plus, on avait un super lieu. The Public Theatre à New York, c'est un super théâtre dans East Village. Donc on avait un atelier, donc on avait aussi une équipe qui nous a aidés. Donc c'est vraiment super support, quoi. Voilà. Et puis c'est un rapport différent aussi, le costume sur une scène de théâtre. C'est vrai que ça doit être très intéressant à travailler par rapport au cinéma. C'est vrai que c'est pas du tout pour le spectateur aussi. Tu portes un regard très différent sur le costume, quoi. Surtout que là, il n'y a pas de changement de costume, donc ils sont dans leur costume pendant tout le spectacle. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit assez juste, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est des personnages, c'est des monologues de 2 hommes assez banals, donc faut aussi trouver le détail. Voilà. Mais c'était difficile pour Kay. C'était un projet difficile. Ouais. Et vous avez donc travaillé sur d'autres projets, tu disais ensemble. Ouais, cet été, j'ai fait Shakespeare in the Park avec elle. On a travaillé sur Coriolanus. Donc en français, c'est Coriolan, c'est une pièce de Shakespeare. Donc Shakespeare in the Park, c'est un festival, c'est aussi fait par le Public Theatre. Et c'est un festival gratuit dans Central Park de théâtre. Tous les ans, ils fabriquent un théâtre dans Central Park qui est énorme. Ça doit être trop bien. Voilà, donc il y avait 3 spectacles, nous on a bossé sur un spectacle. Et c'était une super expérience, c'était extraordinaire. En fait, c'est un théâtre en plein air, donc voilà, tu passes tes soirées à travailler dans Central Park, c'est plutôt pas mal. Ça doit être assez fou. Hein. Ouais, c'était fou. Puis c'est un festival qui est gratuit, donc c'est assez engagé comme production. Donc là, on avait bossé sur Coriolan, c'est une pièce assez difficile de Shakespeare. Il y a vraiment beaucoup de personnages et des scènes de bataille, etc. Mais en fait, on a surtout travaillé avec des vêtements récupérés.
puisque le metteur en scène voulait comment dire, situer la pièce dans New York dans plusieurs années après une catastrophe climatique. Donc c'était super intéressant. On a travaillé vraiment essentiellement en friperie. Et puis on a eu une grosse équipe en patine. Tout était hyper patiné. Voilà, c'était un super projet. Ah oui, ça a l'air hyper intéressant aussi. Si jamais tu as des photos à me partager, je pourrais les relayer sur Instagram. Et alors, une autre question que je voulais te poser, on a parlé de plusieurs de tes expériences et je me demandais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Je pense ce qui me plaît le plus, c'est le changement, la remise en question permanente, apprendre des nouvelles choses sur chaque projet. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'apprendre à chaque fois que je fais un nouveau projet. Et puis, ça a déjà été évoqué dans un autre de tes interviews, mais j'aimais bien aussi la notion de un peu chasse au trésor. Oui. Et c'est un peu ça, vraiment. Enfin, je peux vraiment tout à fait. C'est Julie Miel qui en parlait. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. J'ai l'impression des fois que mon travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution. Tu vois, Après, bon, c'est aussi un choix de vie. C'est aussi un boulot qui m'a permis de changer de pays, de changer d'endroit. Mais à chaque fois, c'est assez difficile de changer aussi. Parce que c'est quand même un métier qui est basé sur les relations. Un réseau, ouais. Voilà. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que tu t'es rajouté du challenge et en même temps, en effet, encore plus, je pense, d'expérience et de découverte. Ouais. C'est sûr. Dans un sens, je pense que le fait d'avoir... j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort beaucoup et du coup, j'ai appris peut-être plus vite que si j'étais restée à Paris, je pense. Oui, c'est sûr que ça a dû être extrêmement formateur encore plus vite. Ouais. Et est-ce qu'il y a un costume que tu as créé, une silhouette que tu as pensée dont tu es particulièrement fière et dont tu aurais envie de nous parler? Non, je pense pas. J'ai réfléchi à cette question, mais... Écoute, on me dit toujours non. Hein. Non, je garde cette question, mais... Oui, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que le costume m'appartient. Enfin, à chaque fois que je fais un costume ou que j'habille un acteur, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, j'ai pas vraiment de... Comment dire ? Je suis peut-être arrivée avec une idée, mais l'idée, elle a été aussi transformée en discutant. Mais après, je suis fière d'avoir travaillé dans certains endroits, c'est sûr, d'avoir rencontré certaines personnes. Et puis, je crois que mon challenge en tant que jeune costumière, c'est de gagner la confiance des acteurs, surtout quand tu travailles avec des acteurs assez connus ou des acteurs qui sont... Bon, là, j'ai sur un court-métrage à Londres, j'ai travaillé avec Anna Friel, qui est une grande actrice, Russell Tovey aussi. C'est difficile quand tu es jeune de gagner la confiance. Donc en général, quand ça fonctionne et quand je vois que les acteurs sont contents et que le costume fonctionne et que voilà et qu'ils me disent merci, bah là c'est vraiment une fierté. Ouais, c'est des belles victoires. Et est-ce qu'il y a des costumes de cinéma, de théâtre, d'opéra qui te plaisent particulièrement, qui t'ont inspiré? Tu nous as raconté que vraiment c'était de voir des spectacles sur scène qui t'avaient donné envie de faire ce métier quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a des images qui restent et qui t'inspirent souvent? Alors oui, je pense que ce qui m'a marqué, c'est l'opéra quand j'étais jeune. Après, bizarrement, aujourd'hui, c'est d'autres choses qui me marquent parce que j'ai un autre regard. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis passionnée par les costumes contemporains. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans mon métier, beaucoup plus que l'historique. Je suis pas une fanat de costumes d'époque. Par exemple, j'adore les costumes sur Big Little Lies. Les costumes ont été faits par Alix Fredberg. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est réaliste et en même temps, elle arrive à créer... Donc, il y a 5 femmes qui vivent dans cette même ville richissime de Californie, à côté de San Francisco. Donc, c'est vraiment un microcosme. Et pourtant, ces 5 femmes, elles ont toutes des univers hyper différents, des personnalités hyper différentes et qui se retranscrivent dans leurs vêtements. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comment arriver à créer des univers alors qu'elles sont toutes, au fond,
assez similaires. Enfin, je veux dire, d'un point de vue social et bon, à part C'est une ou vrai. deux, tu vois, mais donc ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Après, j'aime bien les personnages de Michel Gondry en général. Oui. Les films de Jim Jarmusch aussi. Ouais, je suis assez passionnée par... Il y a un costume aussi qui m'a vachement marqué quand je faisais mes études. C'était les costumes dans Paris, Texas. Voilà, ce gars qui est en costard dans le désert avec cette casquette rouge. Enfin, Oui, c'est des images qui restent. Ouais, et pourtant on y croit complètement, mais c'est un peu surréaliste. Enfin, je sais pas, j'aime bien les personnages contemporains. J'aime bien en fait les personnages de tous les jours, mais qui ont un truc un peu poétique, quoi, qui ressort à travers leur costume, comme les personnages de Michel Gondry, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il a un univers très, très délicat, très poétique. Ouais, et pourtant c'est des personnages un peu doudingues des fois, mais c'est des costumes qui sont réalistes. Enfin, je dirais, il n'y a rien de... Enfin, au premier abord, c'est pas... ça peut paraître c'est dans le détail que simple, mais... Et alors, je voulais qu'on parle un petit peu d'Instagram parce que tu es présente sur ce réseau et moi, je t'ai connue grâce à ton takeover du compte Femmes Françaises. Et tu as un très beau compte que tu décris comme un mur d'inspiration et où tu partages les coulisses de ton métier. On peut voir plein de choses de ton quotidien et c'est assez passionnant. Moi, je trouvais que c'était vraiment une jolie manière de faire découvrir cette profession. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation à Instagram, de ce que tu as envie d'y partager? Et je me pose aussi une autre question, je te dis tout d'un coup, c'est est-ce qu'aux États-Unis tu ressens aussi peut-être, parce que je sais qu'il y a beaucoup de métiers où Instagram c'est aussi un peu une carte de visite professionnelle et je me disais que peut-être aux États-Unis tu ressens ça encore davantage qu'en France. Alors j'ai commencé mon compte professionnel Instagram quand j'étais à Londres. J'ai eu un moment, c'était assez difficile Londres. Je crois que c'était une ville pas très accueillante. Bon, comment dire, le réseau de costumiers là-bas est assez fermé, mais comme il peut l'être en France par ailleurs. Sauf que, bon, à Paris, j'étais française, c'était peut-être plus facile. Du coup, j'ai commencé en fait, mon compte Instagram professionnel, il est lié à un blog que j'ai commencé à ce moment-là, où je me disais, en fait, j'aimerais bien parler de mon métier, enfin, des challenges qu'il peut y avoir en tant que costumière, / styliste, parce qu'à ce moment-là, je faisais de la pub pas mal. Et je me disais, ouais, en fait, j'ai jamais trouvé d'éléments là-dessus, enfin, sur Internet. Du coup, voilà, j'ai commencé Oui, ce c'est blog. assez peu documenté. Ouais, alors il y en a un peu, il y a un blog qui s'appelle Don't Shoot the Customer, Ouais. Qui est un blog américain sur les costumes, mais c'est très technique. Enfin, son approche est vachement sur comment faire une scène avec du sang, ou enfin voilà. C'est presque plus un blog sur l'habillage ou sur l'aspect technique du tournage. Et moi, j'avais plutôt envie de parler de créativité, de comment trouver du travail, enfin toutes ces choses-là. Je savais pas trop comment aborder Instagram en tant que costumière parce que on n'a pas forcément un esthétique. Enfin, moi, j'ai pas. Quand je regarde mon travail, j'ai peut-être quelque chose qui s'en dégage, mais j'en ai pas forcément conscience parce que chaque projet est une nouvelle histoire, chaque projet est un nouvel univers avec un metteur en scène différent, donc c'est pas forcément cohérent, comment dire, esthétiquement parlant pour Instagram. Oui. Donc je m'étais dit, je vais faire un Instagram avec des choses que j'aime, quoi. Voilà, après, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose qui se... Je sais pas si c'est un truc qui se dégage dans mon travail de costumière, en tout cas. Tu vois, je cherche pas à faire un truc esthétique, forcément, quand je bosse sur un film. Enfin, je travaille sur un personnage. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'il se dégage quelque chose de très personnel, je trouve, quand on va sur ton compte. Et puis, ça répond, moi, à quelque chose dont je m'étais rendu compte sur le manque un peu d'informations qu'on pouvait avoir sur ta profession. Et c'est vrai que moi, je me rends compte aussi avec le podcast que ça intéresse plein d'amis qui travaillent pas dans le cinéma, mais qui sont cinéphiles et qui n'ont pas forcément penser à la question du costume, qu'il y avait des gens derrière qui travaillaient dessus et que ça intéresse beaucoup. En fait, je pense qu'il y a un côté aussi grand public de faire découvrir le métier, et c'est vrai que je trouve qu'Instagram, c'est une belle opportunité, et toi, ce que tu partages, c'est hyper intéressant, même pour des gens, je pense, qui sont pas du tout dans cette profession-là, quoi. Merci. Après, je me suis dit aussi, c'est peut-être aussi des choses que j'aurais aimé lire, tu vois, quand je suis sortie de l'école ou quand j'étais à l'école, où il n'y a pas d'approche vraiment professionnelle à l'école. Enfin, on est quand même dans une bulle créative où on te fait croire que tu vas être créateur costume en sortant de l'ENSAT, alors que c'est pas du tout la réalité.
Donc, j'avais aussi envie de parler de tout ça, quoi, de la réalité du métier. Le quotidien. Ouais. Et justement, tu parlais de ton goût. Et alors moi, en parcourant un peu ton compte Instagram, justement, j'ai eu l'impression que tu avais un goût très prononcé pour les couleurs, marier des couleurs vives et une passion pour le fuchsia, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Et du coup, voilà, est-ce que j'ai raison ou pas? Et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est le cas. Bah, je pense que je me suis rendu compte récemment que j'aborde quand même mon travail souvent par la couleur en premier. Donc c'est vrai que souvent j'aborde mes personnages un peu comme des tableaux de couleurs. Alors j'essaye de pas non plus être systématique là-dedans parce que je pense qu'il faut, enfin, j'ai pas envie d'être confortable dans un espèce de, tu vois, de système. Allez, je commence par faire des couleurs parce que bon, en plus ça correspond pas forcément à tous les projets sur lesquels je travaille, mais je pense que j'ai quand même, j'utilise très peu par exemple, je me suis rendu compte que j'utilisais très peu d'imprimés dans les costumes. J'aime bien les aplats de couleurs, j'aime bien les textures dans la couleur, mais je suis pas trop graphisme, imprimé, choses comme ça. Donc oui, je pense que j'ai un goût pour la couleur. Après, je sais pas pourquoi aussi, mais je me dis toujours peut-être qu'un jour je ferai plus ce métier, donc j'ai aussi envie de développer ma créativité autrement, si je peux. Et de m'ouvrir d'autres portes. Des passerelles vers d'autres métiers de la création? Ouais, je sais pas, je me dis c'est quand même un métier qui est très prenant, qui est toujours un peu difficile mentalement parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas retravailler. Surtout aux États-Unis où il y a quand même pas le système de l'intermittence, donc quand tu travailles pas, ça peut être vite assez angoissant. Donc oui, je sais pas, en fait, j'ai un peu l'impression aussi dans ma vie d'être un peu touche à tout. J'aime bien faire d'autres choses. Je t'avais dit que je voulais faire aussi peut-être du décor à un moment donné en sortant de l'école. D'ailleurs, j'ai commencé une année en scéno à l'ENSAT en sortant, puis j'ai abandonné. Mais donc j'ai quand même, j'aime bien fabriquer des choses. Je sais pas, je sais pas trop comment expliquer ça, mais. Non, mais c'est intéressant. Oui, bah, c'est quand même un métier extrêmement créatif qui en effet peut t'emmener aussi vers un autre. Et ce qui nous amène à ma dernière question qui est, alors, y a-t-il un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler et pourquoi? Je pensais plus au costume, mais ça peut être plus large sur tes envies professionnelles. J'en suis pas encore à un moment dans ma carrière où je peux choisir les projets sur lesquels je travaille. Oui, là, on rêve, hein, donc on rêve. Tout est possible. J'aimerais bien en fait travailler sur des films ou des pièces ou peu importe le support, mais des histoires qui sont importantes, enfin qui nous apportent quelque chose. Et je me dis c'est quand même pour ça à la base que j'ai choisi de faire ce métier, c'est pour raconter des histoires. Et je me pose quand même la question des fois de pourquoi est-ce qu'on raconte certaines histoires. Enfin, je sais pas si aujourd'hui tous les films qui sortent sont forcément pertinents dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'ai l'impression quand même en tant que créatif qu'on a quand même un peu une responsabilité par rapport à ce qu'on raconte. Et voilà, du coup je pense que ça c'est vraiment important pour moi d'essayer de trouver des personnes avec qui travailler qui ont ce même désir-là. Et c'est pas forcément des histoires politiques ou des choses comme ça, c'est juste on raconte une histoire, est-ce que ça va nous faire rêver, nous questionner sur notre condition, sur notre façon de vivre, sur plein de choses. Et, avoir un impact sur les personnes qui vont voir l'œuvre après. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué du théâtre vers l'audiovisuel, parce que j'avais l'impression qu'au théâtre, ça restait un milieu très privilégié et que peu de gens vont au théâtre, en fait. Ça reste un milieu très spécifique. Et je m'étais dit, en faisant du théâtre et de la télé, j'ai l'impression d'être plus en phase avec cette idée que l'art est pour tout le monde. Tout le monde va au cinéma, en plus avec les plateformes de streaming. Aujourd'hui, tout le monde regarde des films et des séries. Donc voilà, je pense qu'on a cette responsabilité-là. Et puis après, si je rêve complètement, un jour, j'aimerais vraiment faire de l'opéra. Mais pareil, faire de l'opéra avec des metteurs en scène qui ont des personnalités vraiment intéressantes. Enfin, par exemple, j'adore Katy Mitchell. Le jour où je ferai de l'opéra, je serai certainement trop vieille. Mais trouver un metteur en scène ou un metteur en scène qui revisite l'opéra, qui nous pose des questions et qui nous
qui nous font réfléchir quand on va voir un spectacle, quoi. C'est des belles ambitions. Ouais. Après, je suis à Los Angeles, c'est pas forcément le cas. Voilà. Non, mais en tout cas, ces films ou ces pièces qui sont porteuses de messages, ça, c'est des choses que tu vas peut-être sûrement trouver bientôt. J'espère, ouais. On te le souhaite, en tout cas. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le film sur lequel tu es en train de travailler ? Donc, c'est un film qu'on tourne dans le désert de Palm Springs pendant 4 semaines, et je pars demain. Waouh. Voilà, donc c'est mon premier film en tant que créa à Los Angeles. C'est un peu un gros truc pour moi. Enfin, je suis hyper contente de faire ça et je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de projet après être arrivée au mois d'août. C'est assez fou. Ah oui, c'est super. J'ai une super équipe. Voilà, j'ai rencontré le réalisateur complètement par hasard en répondant à une annonce. Et c'est qui ce réalisateur ? Il s'appelle David Moreton. Et son dernier film, c'était il y a 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment un film indépendant. C'est une romance dans le désert entre deux personnages qui viennent de 2 milieux complètement différents. C'est un peu bizarre parce que du coup, je connais pas du tout Enfin, j'ai jamais été en fait dans le désert encore. Donc j'ai un peu l'impression des fois d'être un imposteur en habillant ces personnages en tant que Française. Mais voilà, après, j'ai fait des recherches et puis... je pense que si j'ai été choisie, c'est aussi parce qu'ils voulaient peut-être une autre approche. Mais, ouais, bien sûr. Et puis tu vas venir sur le tournage, donc tu pourras ajuster des choses aussi, j'imagine, en cours de route. Ça va être fou comme expérience. Ouais, et puis bon, après, c'est un peu compliqué aussi parce que comme on part dans le désert, il y aura aussi moins... Enfin, il y a quand même un peu moins de possibilités de shopping là-bas. Donc... C'est un peu une organisation. Ouais. Non, enfin, on peut. Il y a des malls un peu partout aux États-Unis. mais c'est pas les mêmes choses qu'à Los Angeles. Donc, écoute, j'espère qu'on suivra l'aventure sur ton compte Instagram, justement. Ouais, je vais poster des stories. Ouais. Je pense que ça va être cool. Je suis hyper excitée de faire ce projet. Ouais, c'est hyper excitant. Félicitations. Merci. Et puis, merci beaucoup pour ton temps, Anne-Aurélie. C'était passionnant d'en savoir plus sur ta carrière. Merci à Anne-Aurélie Pilet d'avoir confié à Profession Costumière son parcours très international, sa réflexion sur les professions du costume et ses envies pour le futur. Pour visualiser les costumes dont nous vous avons parlé, rendez-vous sur Instagram @professioncostumière. À très bientôt pour un nouvel épisode.